Dès le 4e jour de leur voyage autour de la Lune, les 4 astronautes de la mission Artemis II ont partagé une mise à jour qui a rapidement retenu l'attention. Les premières images lunaires commencent à être diffusées et elles sont déjà remarquables. D'autres suivront, car les données continuent d'arriver. Lors du survol de la veille, l'équipage aurait collecté plus de 175 gigaoctets d'images. Mais l'élément le plus important ne se limite pas à ces images. Pendant cette mission, une observation a été signalée. Selon les instruments, les cartes existantes et plus de 53 années de données scientifiques sur la Lune, ce phénomène ne devait pas apparaître. Les astronautes l'ont observé directement, ont confirmé leurs observations entre eux, puis les ont immédiatement enregistrées. Lorsque les scientifiques sur Terre ont comparé ces descriptions avec les données accumulées depuis plus d'un demi-siècle, aucune correspondance claire n'a été trouvée. Ce qui a été observé ne figure dans aucune base de données connue, et pourtant les témoignages et les enregistrements indiquent qu'il s'agissait bien d'un phénomène réel. La face cachée de la Lune a ainsi été examinée à nouveau par des yeux humains, dans des conditions qui n'avaient plus été réunies depuis les missions Apollo. Ce que l'équipage a vu remet en question certains aspects de notre compréhension actuelle de la surface lunaire. Tout a commencé le 1er avril 2026 à 18h35, heure de la côte et des États-Unis. Ce jour-là, le Space Launch System a décollé depuis le centre spatial Kennedy. À son sommet, la capsule Orion, baptisée Integrity, transportait 4 astronautes, le commandant Reed Wiseman, le pilote Victor Glover, la spécialiste de mission Christina Koch, ainsi que Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. La mission Artemis II n'avait pas pour objectif d'atterrir sur la Lune. Son rôle était d'effectuer une orbite habitée autour de notre satellite afin de tester tous les systèmes avant la future mission Artemis III, prévue pour un alunissage. La trajectoire retenue était une trajectoire de retour libre, entièrement guidée par la gravité. Cela signifiait que le vaisseau devait contourner la face cachée de la Lune avant de revenir vers la Terre, sans nécessité de correction majeure. La trajectoire était propre, efficace et précisément calculée. Toutefois, aucun de ces calculs ne prenait en compte ce que l'équipage allait observer. Très rapidement, certains éléments ont semblé inhabituels. Les zones sombres visibles à la surface de la Lune ne correspondaient pas à leur position habituelle. Le paysage observé ne ressemblait pas exactement à celui que les astronautes pensaient connaître. Après vérification des données de navigation et des coordonnées lunaires, aucune erreur n'a été détectée. Ils observaient bien la face cachée. Avant les missions habitées, la connaissance de la surface lunaire reposait principalement sur des instruments en orbite, situés à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Depuis 2009, l'orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA fournit des cartes très détaillées de l'ensemble de la surface. D'autres missions, notamment celle de la Chine avec Chang'e ou du Japon avec Kaguya, ont ajouté des données spectrales permettant d'analyser la composition chimique du sol. Ces systèmes ont accumulé une quantité considérable d'informations. Ils présentent cependant une limite importante, souvent sous-estimée. Les instruments sont programmés avant leur lancement. Ils captent certaines longueurs d'onde précises, choisies en fonction des connaissances et des attentes du moment. Ils observent depuis des altitudes et des angles fixes, sans capacité d'adaptation immédiate aux variations de lumière. Si un phénomène sort de ces paramètres prédéfinis, il n'est pas nécessairement identifié comme inhabituel. Il peut simplement ne pas être vu. L'œil humain fonctionne différemment. Il s'adapte en temps réel et détecte des variations subtiles de couleurs, même dans des conditions de faible luminosité. Là où les capteurs numériques peuvent manquer certains détails, l'observation humaine peut faire apparaître des éléments inattendus. C'est ce qui s'est produit le 6 avril 2026. Alors que la capsule Orion survolait la face cachée de la Lune, le Soleil était bas sur l'horizon lunaire. Cette position créait de longues ombres, accentuait les reliefs et révélait des détails difficiles à distinguer depuis une vue verticale. Pendant près de 7 heures, à environ 115 km au-dessus de la surface, les 4 astronautes ont observé la Lune sous un angle qui n'avait plus été exploré depuis les missions Apollo. À 13h57, Jeremy Hansen a annoncé une donnée clé depuis le tableau de bord. 252 756 miles de distance par rapport à la Terre. À cet instant, Artemis II venait de dépasser le record de distance parcourue par des humains dans l'espace, jusque-là détenu par Apollo 13 en avril 1970. Contrairement à Apollo 13, cette fois, les astronautes étaient pleinement en mesure d'observer. Lors d'Apollo 13, une explosion dans le module de service avait contraint l'équipage à abandonner toute mission scientifique. Leur seul objectif était de survivre. Personne n'observait la Lune dans des conditions normales de mission et personne ne pouvait mener un relevé scientifique complet. Artemis II, en revanche, fonctionnait correctement. L'équipage avait une mission précise:
Observer 35 zones sélectionnées à la surface de la Lune. Chaque observation devait être notée et comparée aux données existantes. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, des humains se trouvaient à cette distance avec la capacité réelle d'étudier la surface lunaire, séparée d'elle par seulement 115 km de vide. C'est à ce moment que les observations ont commencé à diverger. La procédure suivait une routine structurée. Les astronautes disposaient d'une liste de 35 zones à examiner. Bassins d'impact, bords de cratères et formations géologiques importantes. Chaque point était associé à des coordonnées exactes et à des références spectrales issues de données déjà disponibles. Leur travail consistait à observer, comparer, noter et photographier. Au début, tout se déroulait comme prévu. Les paysages étaient spectaculaires. La Terre apparaissait, puis disparaissait à l'horizon. Le Soleil glissait derrière les reliefs avant de réapparaître, créant des variations de lumière très marquées. Dans l'ensemble, les observations correspondaient à ce que les instruments avaient déjà montré. Puis, en moins de 30 minutes, cette cohérence a commencé à s'affaiblir. Alors que Christina Koch observait la surface, Orion survolait Mare Orientale, un immense bassin d'impact situé à l'extrémité occidentale de la face cachée, d'environ 930 km de diamètre. C'est l'une des structures les mieux préservées de la Lune. Elle connaissait parfaitement cette zone qu'elle avait étudiée à partir d'images avant la mission. Pourtant, ce qu'elle voyait ne correspondait pas exactement à ces images. Le matériau éjecté autour du bassin semblait presque argenté, plus brillant et plus net que dans les relevés précédents. Cette impression pouvait s'expliquer par l'angle plus bas de la lumière, qui accentuait les contrastes. Mais ce n'est pas cet aspect qui a retenu son attention. Ce sont les variations de couleurs observées le long du bord du bassin. De légères nuances apparaissaient progressivement, comme si certaines zones changeaient subtilement de teinte. Ces variations ne correspondaient à aucun modèle minéral connu dans les cartes spectrales. Elles n'étaient ni aléatoires ni diffuses. Elles suivaient des motifs précis et cohérents. Christina Koch a noté chaque détail sans pouvoir rattacher l'observation à une explication déjà connue. Peu après, Victor Glover a signalé une impression comparable. Alors qu'Orion survolait le bassin du pôle Sud-Aitken, le plus grand cratère d'impact connu du système solaire, avec environ 2500 km de largeur et 8 km de profondeur, il s'est approché du hublot. Il connaissait cette région en détail. Il avait étudié ses données spectrales et savait à quoi s'attendre. Pourtant, sur le fond du cratère, il a remarqué une teinte inattendue. Il s'agissait d'une nuance légèrement verdâtre. Elle n'était ni vive ni évidente. Elle restait discrète, presque imperceptible au premier regard, mais elle était bien présente. Ce n'était ni le gris habituel, ni le blanc observé sur d'autres régions lunaires. Victor Glover n'a pas parlé immédiatement. Il a observé, comparé avec ses notes, puis regardé à nouveau. Il a ensuite posé une question simple à Christina Koch. Quelle couleur voyait-elle? Elle a regardé, puis répondu sans hésiter, vert. Ce moment a marqué un tournant dans l'observation. Deux observateurs indépendants, regardant la même zone, percevaient la même anomalie. D'anciennes photos des missions Apollo avaient déjà suggéré des couleurs inhabituelles dans cette région, mais elles n'étaient pas suffisamment nettes pour être confirmées. Plus tard, l'orbiteur de reconnaissance lunaire avait détecté des variations minérales irrégulières dans cette zone, mais elles avaient été considérées comme mineures. Aucune donnée existante ne correspondait exactement à ce que Victor Glover et Christina Koch voyaient en temps réel. Il avait fallu plus de 50 ans pour que cette différence soit observée clairement. Peu après, Jeremy Hansen a dirigé l'attention de l'équipage vers les hautes terres de von Karman, une région ancienne où la mission chinoise Chang'e 4 s'était posée en 2019. Cette zone est l'une des mieux étudiées de toute la face cachée. Le rover U2 y a circulé et de nombreuses images y ont été prises. En théorie, il s'agissait d'un terrain bien documenté. Depuis Orion, pourtant, la surface semblait différente. Les 4 astronautes ont décrit des motifs de couleur olive et vert clair apparaissant sur la surface gris-blanc. Une fois encore, ces couleurs n'apparaissaient dans aucune donnée existante, même sous forme d'indices clairs. À Houston, les contrôleurs de vol ont immédiatement lancé des vérifications. Les cartes de couleurs ont été analysées, comparées et recalibrées, sans résultat correspondant. Des explications restaient possibles. L'angle de la lumière pouvait modifier la perception des couleurs. Le contexte de la mission pouvait influencer l'interprétation visuelle. Mais un élément demeurait difficile à écarter. Les 4 astronautes décrivaient les mêmes phénomènes indépendamment et confirmaient leurs observations en temps réel. Là où les données satellites et leurs observations coïncidaient, aucune différence n'était signalée. Là où elles divergeaient, les anomalies apparaissaient toujours dans des zones spécifiques, sous des angles d'observation particuliers. Il ne s'agissait pas d'une erreur isolée, mais d'un schéma.
Avant que l'équipage puisse approfondir ses observations, la communication s'est interrompue. Orion venait de passer derrière la Lune. Pendant 40 minutes, le vaisseau a perdu tout contact avec la Terre. Les antennes ne pouvaient plus communiquer avec le réseau spatial profond de la NASA, que ce soit en Californie, en Espagne ou en Australie. Avec plus de 3400 km de diamètre, la Lune bloquait entièrement le signal. Cette interruption était une conséquence normale de la physique. Pendant ces 40 minutes, aucun signal ne pouvait être envoyé ou reçu. Aucun instrument au sol ne pouvait suivre directement ce qui se passait à bord de la capsule ou à la surface lunaire située en dessous. Chaque antenne, chaque satellite et chaque télescope pointé vers la Lune se trouvaient privés de visibilité directe sur cette portion de la mission. Le système d'observation humain était interrompu. Seul l'équipage d'Orion continuait à voir. L'orbiteur de reconnaissance lunaire poursuivait sa propre trajectoire et collectait des données indépendantes. Mais ces instruments étaient conçus différemment. Leur objectif principal était de produire des cartes cohérentes et uniformes en éliminant les variations liées à la lumière. Les phénomènes visibles uniquement sous une lumière faible ou rasante pouvaient ainsi être ignorés ou considérés comme du bruit. Non parce qu'ils n'existaient pas, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle attendu. Pendant ces 40 minutes de silence, les anomalies ne se sont pas arrêtées. Elles sont devenues plus fréquentes. Les variations de couleurs, auparavant observées de manière ponctuelle, apparaissaient désormais presque partout où l'équipage regardait. Il n'existait alors aucun moyen de vérification immédiate. Aucun satellite, aucun contrôle au sol, aucun autre système d'observation directe. Seulement 4 humains, un vaisseau et la surface lunaire défilant silencieusement sous eux. Alors que la capsule poursuivait sa trajectoire autour de la Lune, la situation est devenue plus inhabituelle. L'équipage savait qu'il était le seul témoin direct de ce qui se déroulait. Les astronautes ont donc renforcé leur attention, notant chaque détail avec la plus grande précision. Ils comprenaient que tout ce qu'ils voyaient pendant cette période sans communication pourrait être difficile, voire impossible, à vérifier ensuite. C'est alors que le premier événement lumineux a été observé. Reid Wiseman a aperçu un point très bref à la surface, une sorte d'éclair net et précis, apparu puis disparu en moins d'une seconde. Sur le moment, il n'a pas réagi immédiatement, envisageant une illusion visuelle. Presque aussitôt, un second flash est apparu près du bord d'un cratère. Celui-ci était plus évident. Jeremy Hansen l'a immédiatement signalé. Victor Glover a tenté d'en estimer l'intensité. Christina Koch a noté l'heure et la position. Dans les minutes qui ont suivi, 2 autres éclairs ont été observés. 4 événements distincts en l'espace d'une heure. 4 impacts visibles directement par des humains. Ce type d'observation n'avait jamais été rapporté de cette manière dans l'histoire de l'exploration spatiale. Chaque impact correspondait très probablement à une météorite entrant en collision avec la surface lunaire. Sur Terre, ce type d'événement est rarement visible à cause de l'atmosphère. Sur la Lune, sans protection atmosphérique, les impacts peuvent produire des flashs lumineux nets. Malgré leur clarté, aucun système global ne les avait détectés. À bord d'Orion, les caméras à haute vitesse ont enregistré ces événements et les 4 astronautes ont confirmé indépendamment chaque observation. Lorsque la communication a été rétablie, la réaction à Houston a été immédiate. Les données étaient rares et précieuses. En parallèle, une question technique s'est imposée. Pourquoi ces impacts n'avaient-ils été détectés par aucun autre système? En théorie, l'orbiteur de reconnaissance lunaire dispose de méthodes permettant de repérer de nouveaux cratères en comparant des images prises à différents moments. Sur la face visible de la Lune, ce système a permis de confirmer de nombreux impacts récents. Des télescopes terrestres surveillent également parfois les flashs lumineux sur le bord sombre de la Lune. La face cachée pose toutefois un problème fondamental. Elle n'est jamais visible depuis la Terre, et le système de l'orbiteur dépend d'images programmées à l'avance, prises à des moments précis. Il ne surveille pas en continu chaque point de la surface. Pendant l'heure où ces 4 impacts ont eu lieu, aucune observation n'était prévue pour ces zones spécifiques. Ce n'était pas une panne, mais une limite de couverture. Autrement dit, ces impacts n'ont pas été manqués parce qu'ils étaient nécessairement trop petits, mais parce qu'aucun instrument ne regardait exactement au bon endroit au bon moment. Cela soulève une question plus large. Depuis le début de l'observation lunaire moderne, combien d'événements similaires ont pu échapper au système de détection? Cette question n'est pas théorique. Elle concerne directement notre compréhension de la fréquence des impacts sur la Lune. Cette fréquence est essentielle pour planifier les futures missions, notamment Artemis 3, qui prévoit un alunissage près du pôle Sud. Si des événements importants échappent aux instruments, les modèles de risque restent incomplets. Un autre phénomène a ensuite été observé. Vers 20h35, heure du vaisseau, le Soleil a disparu derrière l'horizon lunaire. Depuis Orion,
Cela a créé une éclipse solaire totale. Aucun observateur terrestre ne pouvait voir ce spectacle. Pendant près d'une heure, l'équipage a assisté à un phénomène unique. Victor Glover a décrit la couronne solaire, cette fine enveloppe lumineuse entourant le Soleil, visible uniquement lors d'une éclipse. Elle apparaissait comme un halo doux, s'étendant sur des millions de kilomètres dans l'espace. Mais l'élément le plus notable ne se trouvait pas dans la couronne elle-même. Malgré l'absence de lumière solaire directe, la surface lunaire n'était pas totalement sombre. Une autre source de lumière intervenait. Il s'agissait de la lumière cendrée, ou Earthshine. La lumière du Soleil se reflétait sur les océans, les nuages et les continents de la Terre, parcourait près de 400 000 km jusqu'à la Lune, puis était réfléchie de nouveau vers Orion. Ce phénomène est connu depuis des siècles. Il peut même être observé depuis la Terre sur la partie sombre d'un croissant lunaire. Ce qui n'avait jamais été observé, en revanche, était son effet depuis une altitude d'environ 115 km pendant une éclipse totale. Dans ces conditions, la lumière cendrée devient la seule source d'éclairage. Pour la première fois, 4 observateurs humains regardaient la surface lunaire sous cette lumière particulière. Ils ont décrit un phénomène inattendu. Une sorte de brume bleu-blanc semblait recouvrir le paysage lunaire. Il ne s'agissait pas d'une brume au sens terrestre, puisque la Lune ne possède pas d'atmosphère comparable. Visuellement, cependant, la surface paraissait enveloppée d'une légère lueur diffuse. Sous cette lumière, des variations de couleurs apparaissaient, subtiles mais perceptibles, et absentes des cartes spectrales connues. Ces observations n'étaient pas présentées comme des signaux faibles ou ambigus. Elles étaient claires pour l'équipage et n'avaient jamais été enregistrées auparavant dans ces conditions. La raison tient aux paramètres d'observation. Les instruments comme ceux de l'orbiteur sont conçus pour fonctionner sous la lumière directe du Soleil. Lorsque la surface est éclairée uniquement par la lumière réfléchie de la Terre, l'intensité lumineuse devient trop faible pour ces capteurs. Pendant une éclipse totale, cette situation domine. Aucun instrument n'avait été conçu pour observer la Lune dans ces conditions précises, non parce que cela était impossible, mais parce que cette configuration n'avait pas été considérée comme prioritaire. À ce stade, l'équipage avait identifié plusieurs anomalies distinctes, des matériaux brillants et des variations de couleurs à mare orientale des teintes vertes dans le bassin pôle sud-Aitken, des motifs olives dans les hautes terres de von Karman, ainsi qu'une lueur bleutée sous la lumière cendrée. 4 observations différentes, 2 conditions d'éclairage, et aucune correspondance complète dans les données existantes. Au retour, une phase entièrement différente a commencé. Tout ce que l'équipage avait vu, noté et enregistré, devait être confronté à des décennies de données accumulées. Au Centre spatial Johnson et au Centre Goddard, des équipes entières ont commencé à analyser chaque observation en détail, point par point, zone par zone. Chaque lieu observé a été comparé avec les relevés de l'orbiteur de reconnaissance lunaire, les données des missions Chang et les cartes géologiques existantes. Ce travail demandait du temps, de la précision et une réévaluation de certaines hypothèses. Un élément important est alors apparu. Dans certaines anciennes données, des signaux faibles et irréguliers existaient déjà, mais ils avaient été écartés. Non parce qu'ils étaient faux, ni parce qu'une erreur avait été commise, mais parce qu'ils avaient été considérés comme du bruit. Les systèmes d'analyse sont conçus pour nettoyer les données et éliminer les anomalies qui ne correspondent pas au modèle attendu. C'est ainsi que l'on obtient des cartes cohérentes, stables et comparables dans le temps. Ce processus présente toutefois une conséquence. Il peut aussi supprimer ce qui ne correspond pas aux attentes. Au fil des décennies, cela a créé une boucle de données. Les modèles utilisés pour interpréter la surface lunaire ont été construits à partir de données anciennes. Ces données anciennes avaient elles-mêmes été filtrées selon des critères définis par des modèles antérieurs. Chaque nouvelle génération de données était comparée à la précédente, validée par cohérence, puis intégrée au système. Cette méthode donne l'impression d'une précision croissante, mais elle peut aussi conduire le système à confirmer ses propres hypothèses. Autrement dit, nous avions construit un système capable de voir ce qu'il s'attendait à voir et moins capable d'identifier ce qui sortait de ce cadre. Pendant plus de 53 ans, il n'y a eu aucun moyen indépendant de vérifier directement ces données sur le terrain lunaire. Sur Terre, la science repose largement sur la vérification croisée. Différentes équipes, différentes méthodes, des observations directes et des échantillons. Sur la Lune, cette étape manquait. Chaque instrument validait les autres instruments. Chaque modèle était confirmé par des données issues du même système. Les cartes, la composition minérale et les estimations d'impact provenaient d'un système fermé, non par choix, mais parce que personne n'y était retourné. Artemis II a modifié cette situation. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, des observations humaines directes, extérieures à ce système, ont été réalisées.
elles n'ont pas entièrement correspondu aux données existantes. Elles ne contredisent pas l'ensemble des connaissances acquises, mais elles révèlent des zones d'incertitude, des angles morts et des limites. Il ne s'agit pas de suggérer l'existence de structures inconnues ou d'activités inexplicables. Les variations de couleurs observées peuvent avoir des explications naturelles, interactions minérales visibles uniquement sous certains angles de lumière, particules fines réagissant différemment à une lumière rasante ou effets visuels liés à l'observation humaine. Ces possibilités restent ouvertes. Le point essentiel est que ces conditions n'étaient pas pleinement intégrées aux modèles existants. Les 4 impacts observés, manqués par tous les systèmes, ne constituent pas une anomalie inexplicable. Ils révèlent une limite réelle de notre capacité d'observation sur la face cachée. La lumière cendrée révélant des couleurs inédites n'est pas nécessairement un phénomène mystérieux. Elle correspond à une condition d'observation qui n'avait pas été intégrée dans les modèles. Le matériau brillant, les teintes vertes, les motifs olives et la lueur bleutée pourraient chacun recevoir une explication rationnelle. Pour les comprendre, il faudra toutefois adapter les modèles. L'enjeu devient alors concret. Ces mêmes modèles sont actuellement utilisés pour planifier Artemis 3, la mission qui doit envoyer des astronautes près du pôle sud de la Lune. Les sites d'atterrissage, les conditions de surface et les risques reposent sur des données issues de systèmes qui n'avaient jamais été testés indépendamment dans ces conditions précises. Désormais, il apparaît qu'ils ne sont pas nécessairement incorrects, mais incomplets. Des zones spécifiques, clairement identifiées, présentent des écarts entre les données existantes et les observations humaines. Ces écarts ont été enregistrés, confirmés par les 4 membres de l'équipage et sont actuellement analysés en détail. Les équipes scientifiques ont déjà commencé à revisiter les anciennes données afin d'y rechercher ces signaux faibles, autrefois ignorés. Notre compréhension de la Lune est donc en train d'évoluer. Ce processus prendra du temps, car il ne s'agit pas seulement d'ajouter de nouvelles informations. Il s'agit aussi de revoir la manière dont les informations existantes sont interprétées. Artemis 2 n'a pas révélé un secret caché. La mission a mis en évidence une limite fondamentale, l'absence de vérification indépendante pendant plus d'un demi-siècle. La carte de la Lune utilisée aujourd'hui repose sur des conditions spécifiques, celles que les instruments étaient capables de mesurer. Elle n'a jamais été une représentation complète. Jusqu'à présent, il était difficile de le savoir. Les implications sont importantes. Les futures missions devront intégrer de nouveaux types d'observations, des instruments capables de fonctionner dans des conditions de lumière variées, ainsi qu'une présence humaine capable de percevoir en temps réel ce que les machines peuvent ignorer. Artemis 3 pourrait retourner précisément dans certaines de ces zones pour analyser ces écarts. Les objectifs scientifiques de la mission sont déjà appelés à être ajustés en fonction de ces observations. Au-delà des détails techniques, une question demeure. Si certaines informations ont été filtrées, ignorées ou rendues invisibles par nos systèmes pendant des décennies, combien d'autres éléments échappent encore à l'observation? Non parce qu'ils seraient impossibles à détecter, mais parce que nous n'avons pas encore appris à les chercher. L'équipage d'Artemis 2 n'a pas seulement battu un record de distance. Il a observé la Lune depuis l'extérieur d'un système fermé, en place depuis plus de 50 ans. Ce que les astronautes ont vu n'était pas prévu par les modèles existants, et c'est précisément ce qui rend cette mission importante.